Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Allez, on en parle très rapidement. Je pense que les choses commencent à se préciser sur le fait que Zemmour est dans la campagne, même s'il n'est pas encore prononcé, de façon pas anodine. Le scénario du prête-nom, du faire-valoir de Macron semble plus ou moins commencer à se préciser. Pourquoi? Tout simplement parce que Macron est actuellement dans ses tournées de popote en train de nous prédire, en train de nous mettre en place des plans qu'en 2022, 2023, 2024, 2030, comme si le monsieur, il allait rester à l'Élysée. C'est un peu bizarre quand même. Advienne que pourra, le fait est, c'est que on sent bien que du côté de la gauche, que ce soit même sur les plateaux de télé, ça devient hargneux. Ils sont, mais très véhéments, très mécontents de voir que non seulement les sondages commencent à mettre en valeur Zemmour, que non seulement un nombre incalculable de médias, d'émissions de télé l'ont invité, alors que, rappelez-vous, il y a encore plusieurs mois, vous avez sur les plateaux télé des gens qui disent oui, ce personnage est immonde, est ignoble, ses idées sont nauséabondes, ce n'est pas normal qu'on lui donne une tribune médiatique, etc. Et puis là, elle est invitée partout. Donc forcément, si on a un tant soit peu de respect envers l'intelligence, on ne peut pas faire autrement que se poser la question de cet antagonisme entre cette volonté d'un milieu gauchiste, bien pensant, mondialiste, qui déteste Zemmour, et de l'autre, des médias qui l'invitent, des magazines qui en font des couvertures avec des interviews. C'est que le bonhomme, forcément, il a un rôle. Il va avoir un rôle. Donc, ce qui est assez amusant, c'est de voir aussi des personnages, des personnalités, évidemment de gauche, qui sont en train de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelque part, alors que nous avons fait notre boulot de bien-pensance, notre boulot d'amoindrissement, notre boulot de réduire l'intellect, de réduire le libre arbitre, de réduire l'intelligence, de réduire la connaissance, pour soumettre l'individu à notre dogme, à notre meilleur des mondes. Qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup on se rend compte que certains, pas tous, certains donneurs d'ordre sont en train de retourner leur veste? Je rappelle, au sein des mondialistes, comme on peut le constater dans un certain nombre de milieux politiques, il y a une scission. Une scission entre ceux qui veulent continuer à appliquer le plan et ceux qui considèrent qu'on n'a plus le temps et qu'il faut accélérer le processus. Et comment accélérer le processus, si ce n'est provoquer le chaos dans les sociétés pour légitimer au nom de l'État, au nom de la République, au nom de l'État fédéral, au nom de la monarchie constitutionnelle, de la préserver du chaos et donc de légitimer des lois liberticides, de légitimer la loi martiale, de légitimer l'usage de la force, de légitimer l'usage de l'armée. Force est de constater que si on analyse les pièces une par une et qu'on les met ensemble, on se rend compte qu'il y a une sorte de perspective qui est en train de se mettre en place sur le fait qu'on ne va plus dans un processus où on va essayer de provoquer la déliquescence de l'univers politique, de l'univers institutionnel, pour petit à petit modifier, réglementer, rectifier, réformer les lois, les constitutions, etc., pour aboutir à un plan.
on a plutôt l'impression qu'il y a une rupture. Il y a une rupture, c'est-à-dire qu'on va brûler les étapes pour aller au-delà de ce processus. Un processus insidieux, évidemment, qu'il s'agit tout simplement d'influencer, de placer les pions dans les institutions, de placer des acteurs, de placer des influences dans les institutions, dans les organisations. Là, on a l'impression qu'en fait, ils sont en train de mettre en place un processus où on va provoquer les peuples pour qu'ils se tapent dessus, qu'on en vienne à de la violence, qu'on en vienne peut-être à des résistances armées, pour légitimer d'en venir à des lois liberticides. De suspendre les libertés individuelles dans l'intérêt de rétablir la paix et la sécurité. C'est bizarre parce que sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui ont cette même analyse que moi. Et c'est assez amusant parce que dans l'expression, ça rejoint un peu l'expression de ce dialogue d'un film que vous connaissez certainement, qui est le Star Wars, troisième de la préquelle, qui est La Revanche des Sith, où justement, eh bien finalement, dans l'histoire de Star Wars, je résume pour ceux qui n'ont pas vu le film, il s'agit d'un politicien qui en réalité se trouve être un chevalier Sith et qui va utiliser les failles, les conflits de différentes sociétés, de différentes compagnies, etc., pour provoquer la déliquescence politique et finalement réussir à accéder au pouvoir. Alors qu'évidemment, tout le monde ne sait pas qui il est en réalité. Et une fois qu'il accède au pouvoir, eh bien c'est là que, après avoir créé le désordre, après avoir même créé un antagonisme, c'est-à-dire une rébellion d'une société commerciale contre la République, qui va justifier d'avoir une armée pour faire la guerre à cette entité commerciale, et finalement prendre le pouvoir, et dans cette prise de pouvoir, il dit « je m'attellerai à rétablir l'ordre et la sécurité ». Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Et cette phrase, elle résonne toujours un petit peu pour ceux qui sont un peu cinéphiles dans ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire l'accélération, sans doute, d'installer des situations de chaos dans les sociétés pour légitimer ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ceux qui ont l'autorité, eh bien d'en venir à des lois liberticides, d'en venir à des principes de loi martiale, d'usage de la force, pour établir la paix et la sécurité. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être qu'on n'en arrivera pas à ce niveau-là, mais force est de constater que depuis quelque temps, on a quand même des éléments qui vont dans ce sens. Regardez, par exemple, on a dissous les identitaires. On a fait plaisir au milieu de gauche, qui étaient les demandeurs de cette dissolution. Or, il y a un antagonisme à ce genre d'organisation. C'était une organisation qui s'appelait la Ligue de défense des Noirs africains. Cette ligue, qui est je crois une organisation qui fonctionnait en loi association 1901, a organisé un certain nombre d'opérations, des opérations coup de poing, etc. Et récemment, ils sont à l'origine d'une opération contre le maire de Val-de-Rune. Ce qui a légitimé l'État à un moment donné, sans doute par la pression de certaines personnes de droite, de dire attendez, vous tapez constamment sur les identitaires, sur les populistes, sur les souverainistes. Or, des gens qui clairement tapent sur la France, détestent la France, etc., vous ne faites rien. Donc,
les gouvernements ont décidé finalement de dissoudre cette ligue. Et là, ce matin, le leader charismatique de cette ligue a été interpellé. Bien évidemment, on a entendu un certain nombre d'associations, de mouvements antiracistes, etc., qui ont rebué la queue. Sauf que leurs interventions, quand on lit les commentaires sur les réseaux sociaux, on se rend compte que ça se fait allumer de partout. On a même des gens qui tiennent des propos et qui se font allumer en disant « Mais vous vivez sur quelle planète ? Mais arrêtez d'être des bisounours !» Tout comme, d'ailleurs, je suis tombé sur une personne qui avait fait un commentaire sur un article concernant un responsable chinois qui est à l'origine de la mise en place du système social à points, vous savez, ce fameux système chinois qui fait rêver Xavier Bertrand. Et il y a une personne qui dit « Oui, cet article, c'est n'importe quoi, ça cultive la peur ». Et on a été plusieurs à lui répondre, mais ce n'est pas une question de cultiver la peur, c'est une question d'être conscient. C'est une question d'être réaliste sur, en réalité, à quoi peut aussi servir la digitalisation, la dématérialisation, l'automatisation. C'est-à-dire, à partir du moment où vous transformez des données, des informations en numérique, alors en effet, ça peut parfaitement soulager, aider, simplifier les processus, etc. Juste pour l'aparté, il est évident par exemple que l'idée d'un pass ou d'un carnet vaccinal numérique international, l'avantage c'est que vous pourrez voyager dans n'importe quel pays du monde, si jamais il vous arrive un problème, paf, vous avez l'avantage d'avoir un certificat ou un carnet de santé numérique, où n'importe quel hôpital connaîtra vos antécédents médicaux, etc., et pourra adapter votre traitement. Mais on sait qu'il n'y a jamais de vertu absolue dans ce genre de processus. Que ce processus peut aussi servir à des idées malveillantes. Malveillantes dans tous les sens, aussi bien du côté des hackers, des milieux du piratage informatique, que des gouvernants, que du nouvel ordre mondial. Parce que quand je dis carnet vaccinal, c'est évidemment que ce ne sera pas un carnet vaccinal numérique international uniquement et spécifique. On élargira évidemment le processus. Pourquoi se limiter à des données médicales quand on peut élargir le fichier sur vous concernant plusieurs informations? Alors des informations auxquelles vous aurez accès, sur lesquelles vous aurez un contrôle, mais qui seront des informations relativement banales. Mais les systèmes, les serveurs, les sociétés de gestion qui seront payées et qui sont sous les ordres, intégreront aussi vos habitudes, votre votre casier judiciaire. Quand je dis casier judiciaire au sens large, hein, même une petite amende, paf, c'est marqué. Vos orientations politiques, vos orientations religieuses, vos origines, vos modes de consommation. Parce que ça aussi, je veux dire, aux États-Unis, quand on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont extrêmement drogués aux jeux vidéo, ça peut être un outil levier pour obtenir leur consentement. Vous voyez, c'est pour ça que sur cette information par rapport à cette personne, on essaie de lui faire prendre conscience que c'est pas une question de faire peur, c'est une question de comprendre, c'est une question de sensibiliser. C'est bien de comprendre qu'on vous présentera toujours les aspects positifs des choses. Ah ouais, c'est génial, c'est super. Ah oui, ça facilitera beaucoup de choses, etc. Le problème, c'est que ça va aussi induire d'autres problèmes. Des problèmes de liberté, des problèmes de confidentialité, des problèmes de libertés individuelles, fondamentales. Sauf qu'apparemment, il y a des gens qui ne comprennent pas ça, ou qui n'ont pas la science, ou qui n'ont pas la culture pour comprendre cela.
Donc tout ça pour revenir sur Zemmour, c'est que il va falloir être très attentif. D'ailleurs, l'un d'entre vous m'a donné l'adresse d'une vidéo que j'avais vue avant, que je crois que je l'ai vue d'ailleurs quand elle l'a sortie, quelques heures après qu'elle l'ait sortie. C'est cette vidéo de Tatiana Vento sur Zemmour. Et ce qu'elle dit sur Zemmour, en effet, c'est très intéressant parce que il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il a des positions, mais on se rend compte que les positions qu'il a aujourd'hui, il en avait d'autres contrariantes il y a encore peut-être 1 an ou 2 ans. Son analyse est très pertinente. Mais j'ai envie de dire, attention, si vous êtes du jour au lendemain potentiellement destiné à être un candidat à une élection présidentielle, que vous savez qu'il y a certaines positions que vous avez eues par le passé qui peuvent éventuellement poser problème. Donc vous allez vous changer d'avis. Et je prends cet exemple dont certains d'entre vous m'avaient signifié la chose justement, c'est sur l'Union européenne. C'est que Zemmour, depuis plusieurs années, il a souvent eu des propos souverainistes. Qui dit propos souverainistes, c'est retour à une France souveraine. Ça veut dire forcément sortir de l'Union européenne. Même si, encore une fois, Zemmour s'est toujours gardé un petit peu de dire oui, mais il faudra renégocier, il faudra rediscuter, etc. Parce qu'il le sait qu'il n'y a pas de possibilité de négocier ou de rediscuter les accords avec l'Union européenne. Puisque je rappelle, l'Union européenne, on peut modifier les textes, mais ne serait-ce que pour changer un point ou une virgule, il faut l'unanimité des États membres pour pouvoir lancer un processus de réforme. Ce qui est quasiment impossible. Et donc, aujourd'hui, Zemmour dit qu'il ne sortirait pas de l'Union européenne et qu'il ne sortirait pas de l'euro. Mais attention, s'il a la volonté, s'il a la détermination, s'il veut absolument devenir candidat, il va falloir qu'il passe entre les gouttes. Et une façon de passer entre les gouttes, c'est tout simplement de mettre à l'écart des problèmes ou des conflits de débat, d'idées, de côté. Donc je plie à la volonté de ne pas faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro. Par contre, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'il est élu, dans le cadre ou possibilité qu'il soit élu, que dans les mois qui suivent, ils prennent un événement, ils prennent un phénomène de l'Union européenne pour exposer le problème aux yeux des Français et dire regardez, il est vrai, j'avais dit qu'on ne sortirait pas de l'Union européenne, qu'on ne sortirait pas de l'euro, mais là, je vous présente une volonté de détruire le pays. L'Union européenne veut imposer à la France telle chose. Pour moi, c'est hors de question. Donc, je soumets, par légitimité qui m'est donnée par la Constitution, au référendum, un principe de Frexit. C'est tout à fait possible. Je le dis. Pour limiter la casse de certains débats sur certains sujets, Zemmour peut très bien passer sous le radar en prétendant ou en affirmant que, etc., tout en sachant que, comme on dit l'expression, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, décider finalement, une fois élu, d'aller à l'inverse. Mais toujours aller à l'inverse, tout en allant chercher le consentement du peuple français sur un phénomène, sur un fait, sur un événement. S'appuyer sur ces événements, s'appuyer sur ces phénomènes pour légitimer de changer d'avis. C'est une hypothèse. Donc, suivons un petit peu les événements, mais force est de constater, comme je vous l'ai dit, qu'on constate bien que Zemmour emmerde. Alors non seulement il emmerde, mais en plus de ça, ceux qui l'emmerdent se rendent compte que certains médias, sur lesquels ils espéraient, sur lesquels ils croyaient qu'ils étaient dans le même positionnement, dans la même ligne idéologique, que finalement retournaient leur veste. On l'a vu avec Hanouna qui est passé chez Ruquier, qui s'est pris une petite soufflette de la part de Pierre Arditi. Pierre Arditi, comédien de talent, mais comédien de gauche, très affirmé, mais qui depuis quelques années
se rend compte que cette gauche bien pensante, elle a tellement fait des conneries, elle a tellement merdé, elle a tellement menti, elle a tellement trahi, que finalement, si demain on se retrouve avec une peste brune à la tête du pays, on l'aura mérité. Et ce qui est encore plus formidable, toujours avec Hanouna, nous avons Hanouna, parce qu'il sort un livre avec Christian Barbier, je crois, fameux Christian Barbier, je vais revenir dessus d'ici quelques instants, il passait chez Apolline de Malherbe. Et évidemment, interview, blablabla, machin, mais oui, mais il paraît que vous avez dit quand même, enfin, vous affirmez que vous êtes prêt à donner la parole à tout le monde dans votre émission. Et Hanouna dit oui, c'est le principe. Sauf qu'Apolline de Malherbe, évidemment, commence à faire un comparatif en disant oui, mais imaginons si Adolf Hitler était là, ça veut dire que vous lui donneriez la parole. Je rappelle, Adolf Hitler qui a été élu. Alors j'ai fait un rewind pour réécouter ce qu'elle disait. Et elle dit bien, Adolf Hitler a été élu. Apolline de Malherbe, journaliste, interview avec Hanouna, affirme, je rappelle, Adolf Hitler a été élu. Non, madame Apolline de Malherbe, Adolf Hitler n'a jamais été élu. Il a été nommé chancelier par Hindenburg suite à la législative qui a donné une majorité au Reichstag à son parti nazi. Et encore une majorité, un poil de cheveux. Mais en aucun cas, Adolf Hitler a été élu. Alors, évidemment, si vous dites ça à des gens qui affirment le contraire, en disant qu'il a été élu, vous dites oui, mais c'est pareil. C'est son parti qui a été élu, donc c'est comme si lui, il était élu. Non. Excusez-moi, mais quand on a vécu pendant le septennat avec les cohabitations, que ce soit Jospin, que ce soit Chirac, que ce soit Balladur, ils n'ont pas été élus Premier ministre. Ils ont été choisis par le président de la République suite à une législative où le président, qui était à l'époque François Mitterrand, et à son tour Jacques Chirac, ont perdu la majorité à l'Assemblée nationale. C'est une nomination, suite à un processus institutionnel, constitutionnel du pays. Mais en aucun cas, il n'est élu. Donc Adolf Hitler n'a jamais été élu. Mais, voilà, c'est la source même de la désinformation, de la réécriture de l'histoire, dans la simplification de ce que l'on doit absolument incrémenter dans l'esprit des gens. Et en ce qui concerne Christophe Barbier, j'y reviens. Vous avez peut-être vu ça. C'est assez comique. C'est Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un nouveau magazine politique, idéologique, d'analyse, de critique, sociétale et tout le tralala. Sauf que ce magazine a été créé par un monsieur qui, comme par hasard, a été déjà nommé à l'époque dans les Panama Papers. Bonne référence. Et donc Christophe Barbier, pas Christian, c'est Christophe Barbier, va être donc le rédacteur en chef, je crois, de ce magazine. Mais sauf quand on voit la couve de ce magazine, on se dit, c'est bizarre, il y a une petite ressemblance quand même avec Front Populaire. Bon. Force est de constater que le démarrage a été un petit peu laborieux, parce que forcément, vu les contenus, vu ceux qui font des éditoriaux, vu ceux qui font des articles dans ce magazine, ils ont déjà démontré à plusieurs reprises vers quelle position ils étaient. Donc forcément, ça ne colle pas. Vouloir faire un magazine qui soit une antithèse du Front Populaire de Onfray, forcément, ça ne passe pas beaucoup auprès du grand public. Donc voilà pour l'évolution de la situation. Le fait est, c'est que ça va encore bouger, je pense, ça va encore bouger. On a eu le coup, évidemment, de Zemmour en Corse. Je ne vais pas revenir dessus, mais Zemmour en Corse, des indépendants, soi-disant des autonomistes, qui l'ont un petit peu agressé, bousculé, etc. Et puis derrière, on fait un reportage avec des gens, oui, non, la Corse, ça a toujours été une île d'accueil, une terre de tolérance, et tout le tralala.
quand vous voyez le reportage, je vous dis, mais on parle bien de la même Corse. Cette même Corse qui aujourd'hui est le seul département ou seule région française à avoir à sa tête des anciens indépendantistes, des nationalistes. Cette même île, pendant des années, qui a eu ce qu'on appelait le mouvement de libération de la Corse. Cette même île qui, de temps en temps, a fait sauter des maisons dont les propriétaires étaient des continentaux. Là, on entend, oui, terre de tolérance. Mieux en rigoler qu'en pleurer. Ensuite, on revient sur la pandémie, le Covid. Dans ma précédente vidéo, je vous ai donné ce fameux PDF de l'OMS et on a appris peu de temps après que la Suisse va signer également un traité, une sorte d'accord avec l'OMS pour que l'OMS puisse mieux dicter ses volontés à la Suisse. Force est de constater que là, on est un petit peu au bout de la cohérence et je dirais même de la suspicion, du doute. Dans ce sens où aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de trouver des chiffres détaillés, puisque je rappelle, le CDC américain a décidé d'arrêter de faire de la ventilation dans ses études suite aux chiffres donnés par le VAERS. L'agence de santé publique, j'en parle même pas, parce que de toute façon, eux, ils donnent les chiffres qu'ils veulent bien donner. Force est de constater que malheureusement, on commence à constater sur Internet des gens qui donnent des sources très intéressantes sur le fait que, à outil de comparaison par rapport à l'année dernière, le nombre de morts Covid, finalement est stable. Et on constate même que sur la même période en 2020, on a plus de décès liés au Covid. Et quand je dis liés au Covid, c'est soit lié au Covid lui-même ou au vaccin. Force est de constater que, en effet, des pays qui ont eu un très haut taux de vaccination ont eu un très haut taux de contamination, et ont aujourd'hui des taux de décès qui ne sont pas catastrophiques, mais qui suscitent quand même un certain nombre de questions. D'un autre côté, on vous dit oui, depuis fin août, la contamination baisse. Mais attention, on est à l'automne, l'hiver arrive. Attention. Là, on vient d'apprendre un truc génial. Attention, la grippe. La grippe avec le Covid, ça peut tuer. L'Agence de santé européenne, comme je vous l'avais dit, vient d'officialiser la possibilité de la 3e dose pour les plus de 18 ans. Eh oui. Attal annonce que, de toute façon, il n'y aura pas d'assouplissement du pass sanitaire jusqu'au 15 novembre et qu'il y a de fortes chances que le pass sanitaire soit prolongé. Jusqu'à quand on ne sait pas, au moins jusqu'au mois d'avril. Au pire, fin décembre, mais fin décembre, on vous refera encore la même situation, c'est-à-dire qu'ils trouveront toujours un prétexte pour faire une prolongation. Évidemment, on n'est pas dupe. Et aux États-Unis, il y a quand même le grand prêtre, M. Fauci, qui a été interviewé, et la présentatrice lui dit, mais est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment on pourra estimer que la situation pourra enfin être bonne? Et il a répondu que ça dépend pas de moi. L'air de dire ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Laissons-nous toujours une option de pouvoir remettre des restrictions sanitaires, etc. Je rappelle, dans les plus grandes villes et les États les plus riches, les restrictions sont toujours relativement stables, alors que dans d'autres États, les restrictions ont quasiment disparu, même si encore c'est de la responsabilité de certains comtés qui peuvent ou veulent remettre un certain nombre de précautions du fait évidemment, de la densité démographique de certains endroits aux États-Unis. Mais on sent bien que ça les démange de laisser les Américains un peu trop libres.
Quoique, en ce moment, les Américains sont un peu plus soucieux d'un autre problème, celle des pénuries. Alors, très rapidement, les pénuries, je rappelle, ce ne sont pas des pénuries de production, c'est des pénuries qui sont dues à cause des processus d'acheminement, c'est-à-dire tout ce qui concerne le transport, etc. Donc du coup, tous les problèmes qu'il y a au niveau du transport, c'est aussi bien les transports des matières premières vers les industries de transformation que les industries de transformation vers la production, que la production vers la distribution. Pourquoi ? Parce que ne trouvent pas assez de chauffeurs, pénurie de compétences, pénurie de savoir-faire, etc. Alors aux États-Unis, pour l'instant, on trouve toujours des produits, mais on trouve moins de gamme de produits. En revanche, l'essence, ça commence à faire un petit peu mal au cul, parce que nous, on est atteint, je vous rappelle, ici en Caroline du Nord, la moyenne en matière de prix du gallon était entre 1,70 et 1,90 $ le gallon. Là, on tape les 3 $, pardon. Californie, ils ont dépassé les 8 $ le gallon. Alors, en effet, la Californie, le niveau de vie est plus élevé, mais je peux vous garantir qu'à 8 $ le gallon, ça commence à faire mal au cul et ça fait un trou dans le porte-monnaie. Donc là, les Américains, en effet, on sent qu'il y a une petite réduction du flux de consommation, mais étant donné que ce pays est un pays ultralibéral et que c'est la concurrence absolue et que vous avez de multiples enseignes sur parfois des zones d'achalandise très réduites, pour l'instant, il n'y a pas franchement de problème sur trouver au moins les produits essentiels. Même si, encore une fois, là, il y a des Américains qui commencent à se ruer sur le PQ, mais on peut encore trouver du PQ sans problème. Il y a pas, ça ne veut pas dire que dans les semaines à venir, ça va. En revanche, en Europe, je pense qu'il va y avoir des problèmes. Parce que les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de transport, forcément, ça va jouer sur la disponibilité des produits. La disponibilité des produits, attention, je dis disponibilité des produits dans le cadre de la profusion. C'est-à-dire dans le cadre de faire une offre massive de produits. C'est-à-dire qu'il va y avoir restriction des disponibilités de produits. Et qui dit restriction des possibilités, ça veut dire qu'ils vont mettre évidemment le prix pour les avoir et vous les revendre avec 5, 10, 15% plus cher que s'il n'y avait pas eu ces phénomènes de pénurie. Donc il y a de fortes chances que les fêtes de fin d'année, ça pose problème. Tout ça pour revenir qu'aux États-Unis, concernant le Covid, c'est mi-figue, mi-raisin en réalité. Tout simplement parce qu'on est encore coincé par l'institution elle-même. C'est-à-dire le fait que l'État fédéral ne peut pas légiférer au-dessus des États. Il pourrait le faire. Aujourd'hui, il en a la possibilité. Il peut très bien demain, l'État fédéral, décréter la vaccination obligatoire. Mais ça ne servira à rien si 25 des États, c'est-à-dire la moitié des 50 États aux États-Unis, décident de ne pas appliquer la loi fédérale. Donc ça ne sert à rien. Alors en ce moment, on est en train de jouer sur des aspects de chiffres. Regardez, il y a plus de non-vaccinés dans les hôpitaux que les vaccinés, etc. Alors qu'en réalité, personne n'en sait rien, puisque, comme je vous l'ai dit, le CDC ne fait plus de ventilation des données. Donc on ne peut pas avoir des données détaillées, donc on ne peut pas estimer si c'est vrai ou si c'est faux. En revanche, le VAER, lui, continue à avoir un certain nombre de données. Je rappelle, ils estiment que pour une personne qui est déclarée d'effets secondaires légers, moyennement ou graves suite à la vaccination, on estime qu'il y en a 10 non déclarés. J'ai même vu aussi un chiffre qui est passé que pour c'était 1%. 1%. C'est-à-dire 100 personnes qui en réalité ne font pas de déclaration parce qu'ils ont des effets secondaires légers. Donc ils ne vont pas consulter, etc. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on a même cet acteur
que vous connaissez peut-être, que vous avez déjà vu, qui a été rendu célèbre grâce au film de Mathieu Kassovitz, La haine en 96, qui est Chitan Maoui, qui est un acteur aujourd'hui qui est franco-tunisien, je crois, mais qui est aujourd'hui à la nationalité américaine, parce qu'il travaille beaucoup aussi dans les grosses productions américaines. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs sur le premier Wonder Woman du DC Comics, tout comme vous avez pu le voir aussi, je crois, dans le film avec George Clooney, dont le titre m'échappe, qui était sur la guerre en Irak ou un truc comme ça. Il est assez présent d'ailleurs, il continue à jouer aussi en France, je crois qu'il joue d'ailleurs dans une série qui s'appelle Validé, je crois, donc c'est la 2e saison sur Canal+. Moi j'ai essayé de regarder cette série, la première saison, c'est pas du tout ma tasse de thé. Je comprends qu'il y a peut-être des gens qui adorent parce que c'est vrai que ça colle exactement à la culture très rap, hip-hop, Jones de notre époque. Et qui a fait une vidéo sur l'incohérence en disant moi je me suis fait vacciner, j'ai été malade à crever, effet secondaire, là j'avais besoin de voyager, etc. Et on me demande un test PCR. Je dis alors dans ce cas-là, à quoi il sert le pass sanitaire? Il sert à rien. Donc je me suis fait vacciner pour rien. Bon, sauf que Rachid Tagmaoui, il n'a pas compris que le pass sanitaire, c'est le pass sanitaire français, et que pour les voyages internationaux, comme il n'y a pas de pass, il n'y a pas de... Vous pouvez présenter un certificat de vaccination, mais la plupart des pays, par exemple, si vous venez de France, si vous venez aux États-Unis, vous êtes obligé de faire un test PCR. Votre pass sanitaire, les Américains s'en foutent. C'est pas leur problème. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une preuve de moins de 48 heures que vous n'êtes pas contaminé au Covid. Donc du coup, cet acteur, il dit, mais c'est quoi ce délire? Et il a raison, j'ai envie de dire. Et inversement, on pourrait se dire, ouais, mais alors, puisque c'est que le pass français, etc., pourquoi pas le... Justement, ça revient à ce que je vous disais en début de vidéo sur la numérisation, sur la digitalisation. C'est pourquoi ne pas lancer un passeport vaccinal international. Oui, comme ça on pourrait voyager, sans problème. Ouais, alors là, vous imaginez 192 pays où il faut que tout le monde soit d'accord pour signer un truc en disant oui, voilà, telle donnée doit être intégrée dans un pass sanitaire, mais qui va gérer les serveurs, qui va gérer les données, qui va gérer... Même si ça existe déjà, puisque aujourd'hui, grâce aux échanges interbancaires, quand vous payez avec votre carte aux États-Unis, si vous venez de France ou d'Angleterre ou d'Allemagne, si vous êtes interdit bancaire, la banque aux États-Unis va tout de suite savoir que vous êtes interdit bancaire. Ça, vous voyez, donc ça veut dire que les données, si vous voulez, à l'échelle internationale, ça peut fonctionner. Alors après, qui fait quoi? Surtout en ce moment, hein, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de hacking, il y a pas mal de piratage qui sont en train de tomber en ce moment. Donc, très sincèrement, donc aux États-Unis, pour l'instant, la 3e dose est recommandée pour les personnes fragiles ou immunodéprimées. J'ai reçu le mail de mon assurance santé qui m'a dit si vous êtes dans ce cas, vous pouvez déjà prendre rendez-vous pour votre 3e dose. J'ai une amie qui, à Charlotte, a déjà annoncé la création d'un drive vaccinal pour la 3e dose. Moi j'ai envie de dire, tous les gens qui vont se faire vacciner en 3e dose, ce sont les cobayes, hein, finalement. Parce que je rappelle, les vaccins sont toujours en phase 3 d'expérimentation. Expérimentation sur des tests labo qui ont été faits sur 2 doses, et pas sur 3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, suite à des données compilées, des scientifiques, des chercheurs en laboratoire qui vous disent « Ah bah oui, là, il y a une baisse de l'immunité, etc. » Donc, hop, on a rejeté un petit coup. Mais si vous en a rejeté un petit coup avec déjà les conséquences qu'il y a eu avec les 2 doses, vous n'avez pas peur que ça fasse encore plus de dégâts? Parce que même si aujourd'hui on est des millions et des millions de gens à avoir été vaccinés en 2 doses, que les accidents, effets secondaires graves, décès, etc. représentent encore une infime minorité d'individus, etc. Mais je rappelle, c'est le facteur bénéfice-risque qui est toujours actif en matière scientifique.
Sauf que si le risque il va augmenter avec la troisième dose, il y a un moment donné où, là d'ailleurs il y a beaucoup de médecins qui commencent à le dire, là on commence à jouer avec le feu. Déjà les 2 doses sur un produit expérimental, etc., on aura véritablement quelque chose de bien précis, bien défini que dans 2 ou 3 ans. Et encore, si les données sont authentifiées, parce que vu que tout le monde des fois s'amuse à manipuler les données, etc., les mecs, par contre, il y a un pays qui les emmerde beaucoup, c'est l'Inde. L'Inde, qui est un pays en voie de développement, qui est plus d'1 milliard d'individus. Et le problème, c'est que avec la vaccination et les traitements qu'ils font, ils arrivent à s'en sortir pas trop mal. C'est pas une hécatombe. On nous a parlé de l'Inde la dernière fois avec des contaminations, etc. Des gens qui mouraient dans la rue, etc. Ouais, mais ça a duré quoi? 15 jours? 3 semaines? Puis très très vite, c'est redescendu. Donc, affaire à suivre sur ce sujet, parce que là on arrive au bout du bout, comme je vous l'ai dit, de leur dogme, de leur culte de la peur. Donc il va falloir qu'ils trouvent autre chose. Ils trouvent autre chose pour pousser les gens, obliger les gens à se vacciner en 3e dose. Là, le problème, c'est qu'en plus de ça, il y a une totale absence de crédibilité de la part de l'État français par rapport à la gestion de la Covid, qui fait que non seulement des non-vaccinés vont être encore plus convaincus de ne pas se vacciner, mais en plus de ça, vous avez aujourd'hui des doubles vaccinés qui commencent à se rendre compte qu'on s'est bien foutu de leur gueule. En sachant qu'évidemment, s'ils nous maintiennent le pass ad vitam aeternam, ceux qui ont aujourd'hui le bénéfice du pass sanitaire pour pouvoir aller au bar, au restaurant, au cinéma, au théâtre, etc., et ne vous dit pas que d'ici décembre ou juin ou février, la 3e dose soit officialisée pour avoir un pass, et du coup tous les gens qui avaient des passes en 2 doses, n'auront plus de pass, parce qu'ils seront vaccinés que 2 doses. À un moment donné, il y en a, ils vont dire, attends, c'est quoi ce cirque? On nous a dit, oui, il faut se faire vacciner, c'est une protection, etc. Puis aujourd'hui, on nous dit, ouais, oui, mais le problème, c'est que le vaccin, vous savez, le vaccin, il marche pendant qu'un certain temps, et puis après, il faut se refaire vacciner. C'est comme la grippe. Vous avez des souches grippales différentes, donc si vous ne faites pas vacciner régulièrement tous les ans avec les nouvelles souches, etc., avec le cocktail, vous risquez de choper la grippe. Oui, sauf que le problème, c'est que la grippe, on sait tous que il y a des gens qui se font vacciner qui ne sont pas forcément protégés, il y a des gens qui se font vacciner qui finalement chopent la grippe parce que leur immunité n'a réussi pas à s'adapter et chopent la grippe, mais la grippe à cause du vaccin et pas du virus de la grippe, enfin le virus saisonnier. Comme vous avez des gens qui ne se font pas vacciner et qui passent au travers de toutes les saisons, de tous les nouveaux virus de la grippe, parce qu'ils ont des immunités suffisamment puissantes pour passer au travers. Sauf que vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais dans une précédente vidéo, ils sont tellement dans l'envie de généraliser, de simplifier les choses, pour ne pas laisser les gens comprendre que les choses sont plus compliquées, qu'on va vous demander, voire vous obliger de faire des trucs que vous n'avez pas besoin. Que vous n'avez pas besoin. C'est le principe d'ailleurs de cette politique commerciale qui consiste à vous séduire d'acheter un produit dont vous devez avoir l'utilité, mais qui en réalité vous n'en avez absolument pas l'utilité. Vous n'en avez absolument pas besoin. Processus de surconsommation. Et c'est là-dessus que le système économique s'est reposé. Sauf que le jour où vous avez une panne, là vous avez des empires financiers, des empires économiques qui ils doivent trouver des alternatives. Des alternatives pour obliger les gens à consommer. Voire des alternatives pour pénaliser les gens qui font de l'épargne. Vous avez vu ça, avec la Covid, tous les gens, ils ont moins consommé, donc les gens, ils ont fait des économies.
ça va pas, c'est pas bien, faut pas que les gens fassent des économies. L'économie, c'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui ne travaille pas. Donc essayez de trouver une solution pour pousser les gens à sortir leur épargne. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens endettés, c'est des gens qui n'ont pas d'économie, c'est des gens qui... On ne veut pas des gens qui ont des patrimoines pour pouvoir être indépendants, pour pouvoir se sortir des contraintes qu'on leur impose. Non mais, qu'on soit bien clair, on veut de vous des gens endettés, pas des gens avec des épargnes, pas des gens avec des économies. Simplement, vous savez aussi bien que moi, on a un meilleur contrôle sur une population majoritairement endettée que sur une population qui a des économies. Regardez les États-Unis. Les États-Unis, c'est tout à fait ça. C'est au moins 70 à 80% de la population qui est tellement endettée que de toute façon, elle est enfermée, elle est soumise. Ils sont esclaves. Ils sont esclaves de la société de consommation. Ils sont esclaves de la société en tout et pour tout. Ils sont esclaves de leur banque. On les tient par la peau des couilles. Surtout qu'en plus, quand vous avez généré des infantilisés, des immatures, qui gagnent même pas 2000 $ par mois, mais qui trouvent le moyen de s'acheter un truck à 30, 40 ou 50 000 $ avec un crédit qui leur pompe presque la moitié de leur salaire, et qui vivent dans des trailers, les trailers, ce qu'on appelle les mobil-homes en français, ils ne vivent pas dans les maisons. D'ailleurs, vous pouvez le voir aux États-Unis, vous allez vous balader parfois dans certains coins, on va dire un peu populaires, vous allez voir dans des endroits où des maisons, où des baraques sont en mauvais état, où il n'y a pas d'entretien, où les gens vivent dans des mobil-homes, etc. Vous regardez les voitures garées devant. Alors autant il y en a certains, ils n'ont même plus les moyens de se payer une bagnole neuve, donc ils vivent avec des poubelles, autant il y en a... C'est comme les handicapés, c'est pareil. Savoir que ceux qui ont pas des primes, mais des aides handicapés aux États-Unis, quand vous allez dans les supermarchés, quand vous allez faire vos courses, etc., regardez les voitures qui sont sur les places handicapées. C'est pas des petites bagnoles. Non, c'est ça, Mais ceci dit, en France, vous allez me dire, oui, mais on a les mêmes. Bien sûr qu'on a les mêmes. Moi, j'ai connu une collègue qui était en instance de divorce, qui avait perdu la garde de ses gosses, qui vivait avec son salaire, mais qui avait des dettes. Et bien, la nénette, elle trouve le moyen, parce qu'elle voulait absolument satisfaire son plaisir, son envie, de s'acheter le dernier iPhone à 500 boules. Et même ses collègues me disent, pourquoi t'as acheté ce téléphone? T'es déjà dans la merde financière. Parce que ça m'aide à tenir. Ça me fait plaisir. Je me suis fait un petit plaisir. Mais t'as fait un petit plaisir à 500 boules. Et c'est des gens qui votent. Voilà pour cette vidéo, déjà suffisamment longue. Je rappelle la FAQ, n'hésitez pas à poser vos questions, des questions toujours très pertinentes, très intéressantes, qui vont certainement nécessiter des réponses relativement longues pour la vidéo qui se concernera d'ailleurs cette FAQ. Continuez à poser vos questions, n'hésitez pas. Merci à ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui font des compliments sur ma façon de voir les choses, de parler des choses, d'avoir de l'analyse. Je ne dis pas forcément toutes les vérités, je ne fais que proposer ma vision des choses, ma proposition de ce que je pense être intéressant à connaître, à posséder et à analyser, voire anticiper. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, et bien que puis-je vous dire d'autre si ce n'est bien vous porter, et puis attention au charlatanisme.